Bonsoir à toutes et à tous. Hubert, nous sommes ravis de te recevoir sur les terres de ta belle famille. C'est ça, hein? Exactement. Donc merci de nous ouvrir ce lieu magnifique. Et merci à toi, Barthélémy, d'avoir décidé de consacrer du temps suite à mon invitation. Je me réjouis beaucoup de cette occasion de dialogue. On va passer un bon moment. Alors ton livre, son titre c'est L'entreprise, une affaire de cœur. Et donc on va parler de ton ouvrage, de ton livre. Je trouve que c'est bien, puisqu'on parle d'une magie humaine, d'une matière humaine, d'avoir ce moment humain, d'un échange de vive voix. Donc vous allez ensuite pouvoir lire le livre, mais ce moment d'échange, en fait, est un moment humain qui, à mon avis, va mieux nous permettre nous permettre de percevoir quel message tu veux nous faire passer. Lors de la préparation de ce moment, en fait, on a parlé 1 heure, mais on a dit une chose vraiment très intéressante. C'est toi qui l'as dit, en l'occurrence. Tu m'as dit, Barthélémy, ne m'interroge que sur des choses concrètes. Et si je me perds dans la théorie, tu me rappelles en permanence et tu me ramènes en permanence à mes expériences. Donc, je serai à la fois ton intervieweur et un peu ton garde-fou. Je te ramènerai en permanence au concret. Et je nous invite en fait à partager, je t'invite en fait à nous partager au maximum tes expériences, ton vécu, ton témoignage vivant, incarné de ton message, l'entreprise, une affaire de cœur. Ça te va? Parfait. Donc on commence? Allez-y. On y va? On y va. Alors Hubert, on va commencer par le début, chronologiquement presque. Ta prise de conscience de ce que tu attends du travail, ou plutôt de ce que tu n'attends pas du travail, tu l'as eu assez tôt. Dans ton livre, tu nous écris que ton premier emploi en tant que manutentionnaire dans un supermarché de quartier, alors je t'ai demandé tout à l'heure si c'était chez Auchan, ce qui m'aurait vexé, tu m'as dit non, chez Carrefour. C'est ça? Chez Continent. Chez Continent. Donc Carrefour. Je ne l'invente pas. En fait, a été une expérience difficile. Difficile mais utile, c'est ce que tu nous écris. Alors en quoi cette expérience a-t-elle modifié ta conception du travail? Et en fait, pourquoi travailler? Oui, donc j'avais 16 ans, j'habitais à Valenciennes à l'époque, et je voulais m'acheter une mobilette. Et donc j'avais besoin de gagner de l'argent. Et donc j'avais trouvé ce boulot. Je mettais des boîtes de conserve sur les étagères et je mettais les prix sur les boîtes de conserve. Et mon autre responsabilité très importante, ça consistait à prendre des boîtes en carton et aller à l'extérieur de l'hypermarché pour les compacter. Et un jour, on se trouvait à l'extérieur, il y a des chasseurs qui passent dans le ciel. Et il y avait un conducteur d'engin de Clark là, qui montait palette, qui était très intéressé par les avions qui passaient dans le ciel. Donc, on était tous comme ça à regarder. Et en reculant, il m'a percuté. Alors, je vous rassure tout de suite, le Clark n'a pas eu de problème. Mais mon coccyx, en revanche, a été un peu endommagé. Et donc, je me suis retrouvé en arrêt maladie. Ben, j'étais au ciel. Puisque le boulot que j'avais, je peux vous dire, c'est ça auquel tu fais référence, il n'avait aucun intérêt. Je n'ai jamais rencontré un manager. C'était un travail qui n'avait aucun sens et qui correspond grosso modo, il y a Gallup qui fait des études, 80% des gens dans les entreprises s'ennuient, ils ne sont pas motivés. Et j'ai décidé à ce moment-là de me souvenir de ce moment et de me dire que si un jour j'étais responsable d'une équipe, voire d'une entreprise, j'aurais à cœur de faire ce que je pouvais pour essayer de donner un contexte plus positif au boulot des gens sur le terrain. Et donc c'est quelque chose. Alors l'ironie, évidemment, c'est que quelques années plus tard, effectivement, j'étais dans la distribution et que la clé du redressement, ça a été la magie humaine. On va en reparler. On va en reparler. Et finalement, sur ton expérience, je n'avais pas préparé ça, mais je me dis, c'est pas tant ton travail qui n'avait pas de sens ou ta mission, c'est qu'on ne te l'expliquait pas. Donc c'est plutôt le sens donné ou le sens transmis qui n'était pas véhiculé dans cette première expérience. Exactement. Ok, donc on continue chronologiquement, bon, toujours. Je n'ai pas vraiment repris, tu as vu les chapitres de ton livre, mais presque. Donc après l'université, tu sors et tu es rapidement chez McKinsey et puis rapidement associé de McKinsey. Donc tu vas très très vite, tu montes très vite les étapes hiérarchiques de ce cabinet de consulting. Parle-nous de ses débuts en tant que consultant et aussi de la transition d'un travail de consultant à un travail de dirigeant d'entreprise. Alors moi j'ai été élevé comme beaucoup d'entre nous dans l'idée que ce qui était important c'était d'être intelligent. Et quand on fait des études, on met beaucoup l'accent là-dessus. Et alors ensuite, McKinsey, c'est ça, on nous payait pour résoudre des problèmes. Et donc j'étais là pour optimiser la performance et résoudre des problèmes. Et en me disant que voilà, le rôle du patron, c'est d'être le plus intelligent et de dire aux autres quoi faire. Alors il y a eu quand même un tournant, c'est que quand je suis devenu associé, il y a un truc assez mystérieux qui s'est passé, c'est que les clients me payaient et c'est moi qui apprenais d'eux. C'était un bon deal, ça.
Et je me souviens en particulier de Jean-Marie Descarpentries, dont j'ai beaucoup appris, en fait. Et un jour, il m'a dit, et ça, j'ai appliqué ça ensuite de manière continue dans les entreprises, il m'a dit, Hubert, la finalité de l'entreprise, ce n'est pas de gagner de l'argent. C'est un impératif, c'est un résultat, mais ce n'est pas la finalité. Il y a d'autres impératifs, peut-être qu'on en reparlera, mais j'ai vraiment appris, et c'est lui qui m'a préparé ensuite à diriger les entreprises, non pas en essayant d'être l'homme le plus intelligent de la Terre, mais en s'intéressant à d'autres dimensions. Et quelle était la dimension dans laquelle, avant de parler de la dimension, de la finalité que tu as redécouverte, la finalité d'une entreprise qui n'était pas forcément le profit, quelle était ta conception quand tu étais chez McKinsey, celle que tu as détruite après ou que tu as refaçonnée différemment? Quel était ce qu'on t'avait appris en fait finalement dans les écoles, chez McKinsey, etc. On t'avait appris quoi? Voilà, on s'en souvient tous, en tout cas ceux d'entre nous qui sommes nés au siècle dernier, c'est que voilà, la performance de l'entreprise, elle se définissait de manière financière. C'était la performance économique de l'entreprise, suite à Milton Friedman, qui avait dit la seule responsabilité sociale de l'entreprise, c'est le profit. Donc voilà, on était tous des machines à optimiser le profit. On continue et on va venir justement à ce dîner avec Jean-Marie Descarpentries. Tu décris dans ton livre en fait un dîner qui a été un moment de révélation pour toi en quelque sorte. Tu étais avec des collègues de McKinsey. Peut-être qu'eux ne l'ont pas entendu, mais toi, tu as eu un moment charnière. Parce que dans ce dîner, en fait, Jean-Marie Descarpentries, donc un patron, te dit que en fait, la finalité d'une entreprise, ce n'est pas le profit. C'est l'ordre, 1, l'humain, 2, le business, 3, la finance. Michel Leclerc, le fondateur de Decathlon, il dit la même chose. Il dit pour les équipes, donc pour les clients, donc pour les actionnaires. C'est exactement le même ordre, je pense. Donc est-ce que tu peux nous partager ce moment, en quoi ça a changé en fait finalement ton approche de la finalité d'une entreprise? Parce qu'en l'écoutant, une fois que c'est dit, on s'est dit évidemment c'est logique, ça a beaucoup de sens. Et alors simplement, dans la plupart des entreprises, je ne connais pas d'entreprise qui ne disent pas l'humain c'est la chose la plus importante qu'on ait en fait. Les gens c'est ce qui est le plus important. Tout le monde dit ça. La difficulté, c'est pas de le dire, c'est de le faire. Et alors Jean-Marie, il avait été très pratique parce qu'il m'a aussi dit un truc ce jour-là qui est très concret. Qui m'a dit quand tu fais tes réunions mensuelles de pilotage de l'activité, il dit ne commence pas par les résultats financiers, termine par les résultats financiers. Si tu commences par les résultats financiers, tu vas passer la totalité de ta réunion sur les résultats financiers. Et c'est un peu comme si tu étais un médecin qui s'intéressait uniquement à la température de tes patients. Plutôt qu'à leur santé. Il a dit donc commence par les aspects humains et organisationnels, ensuite les aspects clients, business, et termine, tu verras ton directeur financier, il va s'assurer que tu passes assez de temps là-dessus, sur les résultats financiers. Mais donc, à travers cette approche-là, on traite ce qui effectivement va conduire finalement à la performance de l'entreprise. L'autre chose qu'il disait, donc ça, ce que j'ai décrit là, c'est mécanique en fait. Mais il disait, en fait, finalement, la finalité de l'entreprise, si ce n'est pas le profit, qu'est-ce que c'est? Et à l'époque, il me l'avait dit, il m'avait dit, comme une entreprise, c'est une organisation humaine, la finalité, elle est forcément humaine, en fait. Elle touche sans doute à l'épanouissement des collaborateurs et à leur relation avec toutes les parties prenantes avec lesquelles on interagit. Il faut voir que ça, c'était il y a 30 ans, en fait, donc il était précurseur. On est proche de la définition des entreprises à mission. Cette approche un peu réglementaire, en tout cas c'est une autorisation réglementaire. Tu te retrouves dans cette approche de l'entreprise à mission? Tu trouves qu'elle sert bien, cette approche, l'humain, le business, la finance? Alors les entreprises à mission, effectivement c'est un statut, ça part d'une bonne intention. Moi je ne suis pas sûr que ça soit ni nécessaire et certainement ni suffisant. Parce que c'est opérer le changement par le juridique. Et instinctivement, je me dis, ce n'est pas l'essentiel. Parce que moi, tout ce que j'ai découvert, c'est que le changement, il doit venir de l'intérieur. Et si on m'impose de changer parce qu'on met en place une nouvelle loi ou des nouveaux statuts, je trouve que c'est le mauvais angle. Alors, ceux qui s'embarquent dans les entreprises à mission, je ne vais pas les critiquer, parce que c'est une bonne idée. Mais j'ai constaté, en fait, à la direction de Best Buy ou d'autres entreprises, qu'en fait, en étant une société anonyme, cotée avec des actionnaires public, coté en bourse, etc., on pouvait tout à fait mener ceci à bien. Donc, moi, j'ai plutôt envie de commencer par le cœur plutôt que par le juridique. Mais ça, c'est un point de vue, c'est une opinion, quoi. On fait d'abord et après on écrira les statuts différemment, peut-être. Mais même dans le cadre juridique actuel, en fait,
dans une société anonyme, y compris aux États-Unis, on peut faire tout ceci. Il n'y a pas d'obstacle. Alors, toujours, on revient un petit peu en arrière. Tu as 40 ans. Tu as 40 ans et tu as déjà une belle expérience de dirigeant chez McKinsey, chez EDS France, chez Vivendi, enfin dans le pôle divertissement jeu de Vivendi. Et comme tu l'écris dans ton livre, tu as atteint le sommet de ta première montagne, celle de la réalisation pour toi, par toi, en quelque sorte, celle du toi. Mais tu décris, là je te cite, le sommet de cette montagne était un paysage de désolation. L'idée du succès que je poursuivais s'est avérée creuse. C'est dur comme constat. Et là, est-ce que tu peux nous partager à ce moment-là le voyage, en quelque sorte spirituel, que tu as entrepris et les rencontres, en fait, ce qu'elles t'ont apprises, notamment celle du Père Samuel. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc ça, c'était ma crise de milieu de vie, on va dire. Peut-être que ça arrive à certains autres, je ne sais pas. Mais donc ça m'a amené à prendre du recul et à réfléchir sur ma vie. Alors moi, j'ai eu la chance, c'était un autre client, d'ailleurs, Yves Lesage, qui m'a invité à faire les exercices spirituels de Saint-Ignace, alors pas en 4 semaines, mais en 2 ans, donc à temps partiel. Et donc vous les connaissez, ça consiste à revisiter sa vie, à voir les moments dans sa vie en fait, où on a senti qu'il se passait quelque chose, puis les autres moments, et essayer de discerner sa vocation. Il y a d'autres manières en fait pour voilà, se rencontrer, mais c'est pas une mauvaise manière celle-ci. Et donc ça m'a porté ensuite pour redéfinir en fait le sens de ma vie, et ça m'a porté dans les étapes suivantes. Et alors Samuel, donc le frère Samuel Rouvillois, qui était un petit gré en fait de la congrégation Saint-Jean, je l'avais rencontré dans les années 90, et ensuite dans les années 2000. Donc François Périgaud nous a quittés il y a 15 jours, mais autour de lui et du frère Samuel, on avait créé un petit groupe à Paris de chefs d'entreprise, de dirigeants qui cherchaient à réfléchir à ce que pouvait dire la doctrine sociale de l'Église dans nos responsabilités de responsables d'entreprise. Et donc pendant 2, 3, 4 ans, on a travaillé là-dessus. Et Samuel était un peu celui qui nous cornaquait pour avancer dans ce sens-là. Et il y a un truc génial qu'il m'avait dit à l'époque, dont je parle dans le 3e chapitre, qui m'a dit, Hubert, la quête de la perfection, c'est quelque chose de diabolique. Et parce que moi, je confondais perfection et performance. Mais peut-être qu'on va en parler, mais ça m'a beaucoup... Vous avez beaucoup... Et je trouve que ça peut être un travers français dans les études. Je ne sais pas les études que vous avez faites, mais le prof, il vous dit tout ce que vous avez fait de mal. Et en fait, il faut diminuer ce qu'on fait de mal et chercher la perfection. Et moi, je confondais perfection et performance. En tant qu'être humain, il y a des exceptions, mais la plupart d'entre nous, on n'est pas parfait. Donc si on est conduit par la perfection, on va être en permanence déçu par soi-même. Donc on ne va pas être heureux. Et puis on va être déçu par ses collaborateurs qui se trouvent être des êtres humains. Et donc moi j'étais dans ce trip-là, et donc en permanence j'étais plutôt un peu triste de ce point de vue-là. Et le changement, ça consiste à dire non, non, il ne s'agit pas d'être parfait. Dieu se relaxe, quoi. Et c'est OK de dire je ne sais pas. C'est OK de dire j'ai besoin d'aide. Alors c'est devenu super facile maintenant de dire je ne sais pas, puisque peut-être que certains d'entre vous avaient le manuel pour gérer le Covid il y a 2 ans. Levez la main si vous l'aviez. Donc personne ne l'avait. Et donc c'était devenu facile de dire on ne sait pas comment on va faire. Et on peut dire avec son équipe essayons de travailler ensemble, et on va demander de l'aide à ceux qui peuvent nous éclairer. Et à ce moment-là, ça change tout, parce que ça permet de créer une dynamique dans l'équipe où on n'a pas peur de dire je ne sais pas, où on peut se supporter les uns les autres, où on développe des équipes avec des savoir-faire complémentaires, et ça change absolument tout, et ça crée une dynamique de progrès beaucoup plus chaleureuse. Et la dernière chose que je dirais, c'est que la seule chose essentielle dans la vie, c'est la relation humaine. On peut admirer quelqu'un qui est parfait, mais on ne peut pas l'aimer. Et comme les relations humaines, c'est de l'amour, pour pouvoir s'aimer les uns les autres, comme disait l'autre, voilà, on a besoin de commencer par se laisser toucher dans nos plus grandes vulnérabilités. Et donc ça, c'était un peu une découverte pour moi, mais ça a pris du temps. Je peux vous dire, ça a pris du temps. On reviendra tout à l'heure sur cette étape que tu as franchie à ce moment-là, sur le sens de ta vie et le sens de l'entreprise, la correspondance qu'il peut y avoir entre les deux, et surtout ce qui définit le leader d'aujourd'hui, je vais dire, ou le bon leader d'aujourd'hui, je vais dire comme ça. Allez, on continue. 2012. Alors, 2012, on vient de chercher, en fait, où on te propose une mission, celle de reprendre Best Buy. Tu n'as jamais travaillé dans le retail? Personne n'est parfait. L'entreprise. Personne n'est parfait. Oui, tu viens de le dire, c'est vrai.
Tu avais cette réponse-là à l'époque? L'entreprise n'est vraiment pas dans une situation florissante. Au contraire, tu as des pronostiqueurs financiers qui disent ça va partir en 6 mois et donc il n'y arrivera pas. Alors, pourquoi tu as décidé de prendre cette mission et surtout, par quoi tu as commencé? Raconte-nous en fait tes premières journées, tes premiers contacts avec les blue shirts, les frontliners de Best Buy. Alors, c'est en mai 2012 que je reçois un coup de téléphone de mon ami Jim Citrin, qui est chasseur de tête chez Spencer Stuart. Et je lui dis, effectivement, Jim, tu es fou, puisque je connais rien à la distribution. Et c'était une très belle entreprise, mais là, c'est compliqué. Et il me dit, écoute, ils ne cherchent pas un distributeur, parce qu'ils en ont plein à l'intérieur. Ils cherchent quelqu'un qui peut apporter une nouvelle perspective. Et toi, c'est ce que tu sais faire. Tu as fait des redressements d'entreprise. Donc, au moins, fais une chose, regarde. Et quand il y a un ami qui vous demande quelque chose comme ça, moi, je le fais. Donc, j'ai regardé. Et ce que j'ai vu avant de m'engager dans le processus de recrutement, c'était que en fait, le monde avait besoin de Best Buy. Donc les clients, quand on achète des produits électroniques, Best Buy, c'est un grand distributeur de produits électroniques, électroménagers, donc c'est à peu près 52 milliards maintenant de chiffre d'affaires, 1000 magasins, 125 000 collaborateurs. Donc en tant que client, si on achète un produit électronique un peu compliqué, c'est pas mal de pouvoir le toucher, le regarder, l'écouter, de poser des questions, etc. Et puis les fournisseurs avaient besoin de Best Buy. Puisqu'ils dépensent des milliards de dollars en recherche-développement, ils ont besoin d'un endroit pour mettre en valeur leurs produits. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que tous les problèmes qu'on avait, c'était des problèmes auto-infligés. C'est-à-dire que les prix étaient trop élevés, l'expérience du commerce en ligne était mauvaise, l'expérience dans les magasins n'était pas bonne. Donc tous les problèmes auto-infligés, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les corriger soi-même. Donc ça m'a donné confiance dans le fait qu'on pouvait faire quelque chose. Mais donc finalement, j'ai eu le boulot. Et ta question, oui, c'est comment j'ai commencé. Moi, je veux que tu parles du badge PDG en formation et de cette expérience. Exactement. Donc, sur les conseils de ma DRH, la première semaine en tant que dirigeant de l'entreprise, j'ai été à Saint-Cloud, alors pas du côté de Paris, mais dans le Minnesota. Là-bas, ils disent Saint Cloud. Ils se trompent un peu, à mon avis, mais enfin bon, je n'ai pas réussi à les convaincre de dire autrement, pour travailler pendant une semaine dans un magasin Best Buy. Et donc, j'avais mes blue shirts, j'avais un badge CEO in training, donc PDG en formation. Et je posais 3 questions en fait, aux collaborateurs dans le magasin. 1, qu'est-ce qui marche? 2, qu'est-ce qui ne marche pas? Et 3, de quoi vous avez besoin? Je peux vous dire, le boulot de PDG, c'est super facile. Il suffit d'écouter, voilà, et puis ensuite de faire ce qu'on vous dit de faire, fondamentalement. Parce qu'ils avaient toutes les réponses. Alors que tout le monde me disait, pour redresser l'entreprise, les investisseurs, les analystes, ils me disaient cut, il va falloir fermer des magasins, il va falloir virer du monde. Et ils avaient tort parce que tous les magasins étaient rentables. Et virer du monde, c'est un peu comme si on disait que les collaborateurs étaient le problème. Non, les collaborateurs, ils allaient être la source des solutions. Et donc notre approche du redressement, ça a été une approche extrêmement humaine qui a commencé par écouter les collaborateurs et ensuite faire ce qu'ils disaient qu'il fallait faire. Alors, on va creuser ça un petit peu. Tu es d'accord sur le fait que notre boulot est super simple, en fait, en tant que patron? Oui, ça dépend des jours. Simple, mais tu différencies quand même deux moments dans le redressement de Best Buy. La première période, Renew Blue, la deuxième période qui est plus une période de croissance. Donc, je veux qu'on creuse un peu la première période, si tu veux bien, et ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que habituellement, ce qu'on fait dans une période de retournement, de redressement, de rebond, c'est commencer par fermer des magasins, donc supprimer des emplois en premier. Les gens qui restent ont tendance à ressentir la pression, la culture d'entreprise en souffre. Toi, tu as décidé de faire autrement. Donc, est-ce que tu peux nous parler du plan Renew Blue, le premier plan, 2012-2015 On commence par augmenter les ventes, on commence par la croissance. Deuxièmement, réduire les dépenses sauf les salaires. Troisièmement, optimiser les avantages sociaux des salariés. Donc très centré sur les équipes. Si tu peux nous en parler un peu. Oui, toute cette approche, elle a été très humaine. Donc elle a commencé par écouter les collaborateurs. Ça a aussi été recomposer l'équipe de direction, parce que moi je suis un peu maoïste, je pense que les poissons pourrissent par la tête. Quand ça ne va pas bien, il faut regarder au sommet. Vous rigolez parce que... Mais ensuite, effectivement, ce que tu dis, ça c'est aussi un truc que j'avais appris de Jean-Marie Descarpentries. Plutôt que de commencer par virer du monde, première priorité, c'est augmenter le chiffre d'affaires. Parce que c'est fou ce que la croissance peut permettre. Et sur les réductions de coûts, on commence par réduire les coûts non salariaux. Et on réduit les effectifs en dernier ressort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Best Buy, on vend beaucoup de téléviseurs. Ils sont grands, ils sont très fins.
hein, et donc ils cassent. Et tous les ans, on cassait pour à peu près 200 millions de dollars de téléviseurs. C'est beaucoup. On en vend beaucoup. Alors, on a fait un sondage. Il y a exactement 0% des clients qui voulaient acheter des téléviseurs cassés. Hein, voilà. On n'a pas beaucoup dépensé d'argent sur le sondage. Et donc, si on peut travailler avec les fournisseurs sur la conception du packaging, sur la conception des téléviseurs, avec les gens de la chaîne logistique, sur comment manipuler avec les clients, sur comment... Et si on peut réduire la casse de 100 millions de dollars, c'est des économies. Et sur les 2 milliards d'économies qu'on a faites en 8 ans, il y a à peu près les 2 tiers, 70%, qui étaient liés aux coûts non salariaux. Alors, sur les réductions d'effectifs, parfois, il faut en faire. Et donc, par exemple, un jour, on a décidé de fermer. On avait des petites boutiques purement centrées sur la téléphonie mobile qui étaient dans des centres commerciaux. Et à un certain moment, ils n'avaient plus de sens, ces petites boutiques. Donc, on les a fermées. Mais la tendance naturelle, ça aurait été de dire aux collaborateurs dans ces magasins, voilà un chèque et vous partez. Et on a dit non. Parce que c'était des collaborateurs qui souvent avaient 5 ans, 10 ans d'expérience. Hein, donc ils faisaient partie de la famille. Et donc on leur a dit, on va prendre le temps, on va prendre 3 mois, pour essayer de vous retrouver un job dans l'entreprise. Et comme dans la distribution, il y a un peu de turnover, ce n'était pas très, très difficile de faire ça. Donc à chaque fois, c'est l'humain en premier. Très bien. Sur l'humain et sur le sens de l'entreprise, à quel moment dans la transformation, hein, donc en 2012, tu fais Renew Blue, ça repart plutôt bien. À quel moment dans la transformation est-ce que tu as trouvé avec ton équipe la nouvelle raison d'être de Best Buy, sa noble cause, comme tu l'appelles, enrichir la vie des clients grâce à la technologie, ce qui est une promesse en fait éternelle. Il y aura toujours, la technologie peut changer, mais cette noble cause, elle ne changera jamais. Alors, à quel moment et comment vous avez trouvé la formulation de cette promesse, cette raison d'être, et qu'est-ce que ça a changé ? Alors, vous remarquez qu'on n'a pas commencé par la raison d'être. C'est devenu très à la mode, la raison d'être, et que les entreprises, maintenant, se précipitent pour définir leur raison d'être. Il ne faut pas toujours commencer par la raison d'être. Quand Best Buy allait mourir, il fallait d'abord colmater les brèches, en fait, s'occuper de s'assurer que les bases étaient en place. Mais ensuite, dans cette deuxième phase, on a décidé effectivement que le redressement était terminé, et on a commencé à travailler sur comment accélérer la croissance et essayer de définir quel type d'entreprise on veut devenir au cours du temps. Alors, on a fait des travaux de segmentation de marché, de positionnement. On a fait des trucs que j'enseigne maintenant à mes élèves à Harvard. Mais on s'est aussi posé la question du pourquoi, du sens. Hein, Simon Sinek avait sorti son TED Talk là-dessus. On avait été inspiré par ça. Et le moment clé, ça a été un dîner. Tous les trimestres, en fait, on se réunissait en tant qu'équipe de direction. Vous faites sans doute ça dans vos entreprises pour travailler sur la stratégie, les plans, etc. Et une fois, donc début 2016, j'ai demandé à chacun des membres de l'équipe de direction de venir à ce dîner avec une photo de chacun d'entre eux quand ils étaient petits, 2 ou 3 ans. Hein, donc vous imaginez les photos mignonnes. Et pendant le dîner, on a passé la soirée à partager les uns avec les autres 2 choses. 1, l'histoire de notre vie, avec ses hauts et ses bas, etc. Donc, pas notre curriculum vitae, non, qui on est vraiment. Et 2, le sens de notre vie. Et à l'issue du dîner, qu'est-ce qu'on a pu conclure? La première chose, c'est chaque membre de l'équipe de direction était un être humain. Pas juste un directeur financier ou un directeur de la logistique, non, un être humain avec toute sa beauté, sa complexité, ses problèmes, etc. Et à 2 exceptions près, chacun d'entre nous partagions le même type de finalité dans la vie, la même envie, qui est ce qu'on retrouve dans le cœur de chacun d'entre nous, en fait, c'est qui est le désir de faire du bien à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, on s'est dit, nous, on est l'équipe de direction de Best Buy. Pourquoi on n'utiliserait pas cette plateforme pour faire du bien dans le monde, hein, pour construire une entreprise que les employés aimeraient, j'utilise le mot délibérément, que les clients aimeraient, que les communautés, les partenaires aimeraient, et que nos actionnaires aimeraient aussi. Et donc, quand on arrive à connecter ce qui nous motive le plus profondément dans notre cœur avec notre boulot, ça change tout. Et effectivement, on est tombé, à travers la combinaison des travaux stratégiques et cette réflexion, sur cette idée qu'on n'était pas un détaillant, on n'était pas une société de distribution, on était une entreprise qui était là pour enrichir la vie des gens grâce à la technologie. Et alors ça fait 2 choses. 1, c'est plus motivant, hein, parce que il y a du sens.
Et deux, d'un point de vue business, ça permet d'agrandir considérablement la taille du marché adressable. Et ça nous a permis d'innover, de lancer toute une palette, vous verrez les détails dans le bouquin, toute une palette de nouveaux services, y compris, par exemple, le fait d'aider des personnes âgées à vivre chez elles plus longtemps de manière indépendante. Grâce à la technologie, on met des sensors sous leur lit, dans leur canapé, frigo, la salle de bain, et avec du contrôle à distance et des centres des care centers, comme on les a appelés, ben on peut voir s'il y a quelque chose qui se passe et s'il faut déclencher une intervention. On n'aurait jamais pensé à ça si on n'avait pas défini notre mission autour de cette idée d'enrichir la vie grâce à la technologie. C'est en fait, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, si je viens de bien comprendre ce que tu viens de dire, c'est cette correspondance entre les aspirations individuelles des collaborateurs et la finalité d'une entreprise qui crée la magie humaine. Alors tu écris sur la magie humaine, donc tu viens de définir un peu en quoi ça avait servi à la stratégie de l'entreprise, mais moi je voudrais que tu nous racontes quelques histoires incroyables, concrètes. Alors j'ai noté l'expérience South Bay, l'expérience de l'ouragan de Porto Rico. Si tu peux dire jusqu'où on peut pousser la magie humaine, je trouve que c'est intéressant. Et effectivement, il faut voir les étapes, parce que dans les entreprises, quand on définit notre raison d'être, parfois on se précipite pour la communiquer à tous les collaborateurs. Donc imaginons, tu vois, Barthélemy, on débarque dans un magasin Best Buy en 2016 et on dit, on a une grande nouvelle, on a défini notre nouvelle raison d'être, c'est d'enrichir la vie des gens grâce à la technologie. Je peux te garantir, tu sens bien le truc, les collaborateurs dans le magasin, ils vont dire, bon, Hubert et Barthélemy, vous avez l'air sympa, mais alors, on n'a aucune idée de ce que vous venez de nous dire. Hein. Ça n'a aucun sens, votre truc. On ne va pas. Et donc, tout le travail de dirigeant, c'est d'arriver à faire que chacun d'entre nous, dans l'entreprise, on puisse s'inscrire dans cette dynamique et de créer un environnement dans lequel cette magie humaine puisse se libérer. Donc, c'est peut-être le domaine sur lequel j'ai le plus appris dans les dernières années chez Best Buy. Donc, tu fais effectivement appel à un certain nombre de souvenirs. Le premier ingrédient de la magie humaine, c'est d'arriver effectivement à ce que chacun connecte sa propre quête de sens, ce qui le motive, avec son boulot. Et alors, à South Bay, c'est dans la banlieue de Boston, il y a effectivement un magasin qui marchait très très bien et qui m'avait intéressé de visiter. Et le patron du magasin, il demandait à chacun de ses collaborateurs, quel est ton rêve? Chez Best Buy ou en dehors de Best Buy, quel est ton rêve? Ok, on l'écrit dans la salle de repos. Et ensuite, il dit, mon boulot, moi, patron du magasin, c'est de t'aider à accomplir ton rêve. Ça change tout. Hein, donc, premier ingrédient, c'est la connexion des rêves. Deuxième ingrédient, c'est des relations humaines authentiques, de mettre là, pour le coup, clairement l'homme au cœur de l'entreprise. Et alors, l'ouragan auquel tu fais référence, donc sur l'île de Puerto Rico, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Il y a un ouragan Maria, on leur donne des noms de filles en fait. L'ouragan, c'est pas très sympa, un peu, et qui avait dévasté complètement l'île. Et donc après le passage de l'ouragan, Davian, qui s'occupait de cette région, il s'occupait à la fois de la Floride et de Puerto Rico, il essaye de contacter les équipes. Il n'y a plus personne qui répond. Quoi. Hein? Et donc, on était très, très inquiets. Et sur l'île, c'était la dévastation totale. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien, en fait. Pour des raisons un peu bizarres, le gouvernement fédéral américain a décidé que la marine n'avait pas à s'occuper de ça. Pourtant, c'est une île, Puerto Rico, moi j'ai vérifié. Hein, et donc, on était un peu laissés à nous-mêmes. Et là, on a lancé... moi, mon rôle, ça a consisté à dire, on fait ce qu'il faut. Hein, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Et là, les équipes se sont mobilisées. On a organisé un pont aérien d'avions privés pour livrer de l'eau sur l'île, livrer du cash pour que les gens puissent acheter, rapatrier ceux qui voulaient être rapatriés. On a continué à employer et à payer les collaborateurs qui restaient sur l'île à une seule condition, c'était qu'ils contribuent, parce que les magasins étaient fermés, ils contribuent à rétablir l'île, en fait. Hein. Et évidemment, quand on a quelques semaines plus tard pu rouvrir les magasins, ça a été un peu la fête. Et d'ailleurs, de manière intéressante, le chiffre d'affaires a explosé. Et on n'a fait rien de tout ça pour faire des relations publiques, en fait. On l'a fait parce que, évidemment, c'était les membres de notre famille, donc il fallait s'en occuper. Mais évidemment, la vie, on apprend à travers les histoires. Et donc, on a quand même raconté l'histoire en interne.
Et c'était une histoire qui avait une symbolique formidable, parce que ça indiquait que voilà, on s'occupait de chacun des collaborateurs et voilà, s'il y avait quelqu'un qui avait un problème, on se mobilisait pour lui. Merci Hubert. Alors, il n'existe pas de manuel du parfait leader. Tu l'as dit tout à l'heure, d'abord, ça appartient à chacun. Mais bon, voilà, encore plus aujourd'hui, ce monde VUCA, un certain Covid, en fait, finalement, ça a été la concentration de tout ce qu'on peut voir dans un monde VUCA, modifie considérablement la façon de diriger, d'orienter, de manager et de diriger une entreprise. Alors, selon toi, quelles caractéristiques les nouveaux leaders doivent-ils avoir ou peuvent-ils avoir pour réinventer leur entreprise, enchanter leurs équipes, se transformer en entreprise human first? Et éventuellement, parce que je trouve que c'est une question qui est liée, tu l'as évoqué tout doucement tout à l'heure, mais peut-être approfondir ce sujet, quelles ont été pour toi concrètement les caractéristiques des leaders qui ont le mieux traversé la crise Covid? Parce que tout ceci, c'est à la fois des choses qui existent depuis longtemps, depuis Aristote, etc., mais en même temps, c'est une révolution. Hein, dans le livre, en juillet 1789, il y a Louis XVI qui demande à M. de La Rochefoucauld « Est-ce que c'est une révolte ?» Hein, et M. de La Rochefoucauld, on le sait tous, répond « Non, sire, c'est une révolution. » Et c'est une révolution de leadership. Et le modèle de leadership qui a, encore une fois, on peut caricaturer peut-être un petit peu, mais c'était le leader super-héros qui sait tout et qui dit aux autres quoi faire, en fait. Hein. Et ça, on sait que ça ne marche pas. La carotte et le bâton, ça ne marche pas. Si on traite les collaborateurs comme des ânes, ben, je vais vous dire, ils se comportent comme des ânes. Hein, et ce n'est pas une bonne méthode pour diriger, en fait. Donc moi, ce que j'ai pu sentir, c'est oui, à quoi ressemble le leader aujourd'hui. C'est quelqu'un, d'abord, qui a pris le soin d'être clair sur qui il est et quel type de leader il veut être. Donc, pendant le Covid, c'est Hortense Le Gentil, là, qui est au premier rang, qui est ma femme, qui est un des plus grands coachs de dirigeants au monde, qui dit, pendant le Covid, si on ne pouvait pas aller à l'extérieur, il fallait aller à l'intérieur. Et prendre le temps de se dire, quand on va traverser cette crise, quel principe je vais utiliser? Comment je veux qu'on se souvienne de moi? Il y a un exercice qu'on fait faire à Harvard dans les formations pour nouveaux PDG, c'est on demande d'écrire leur discours de départ à la retraite. C'est un bon exercice. Donc ça commence par ça. On ne peut pas diriger les autres si on n'est pas clair, si on n'est pas aligné avec qui on est. Ensuite, la deuxième chose, c'est être clair sur son rôle en tant que leader. Mon rôle, hein, vous l'avez bien senti, c'est plus de dire aux autres, plus de résoudre les problèmes et de trouver les solutions et de dire aux autres ce qu'il faut faire, c'est de créer l'environnement qui va permettre à chacun de s'éclater. C'est un peu d'être un jardinier. Hein, un jardinier, parce que les graines, quand on sème les graines dans les cailloux ou les buissons, ça ne pousse pas. Hein, il faut trouver un terrain fertile. Donc on est là pour créer un terrain fertile où les graines peuvent pousser. Et puis ensuite, c'est des qualités. Il y a 4 mots que j'utiliserai, je terminerai par ça. C'est authenticité, hein, parce que nos collaborateurs, ça leur prend 2 minutes pour voir si c'est du pipeau. Hein, 2 minutes ou 2 secondes, mais pas plus. Hein. Peut-être même un sourire. Bon, voilà, c'est ça. C'est vulnérabilité, hein, être capable d'être humain et de dire oui, je ne sais pas. Oui, j'ai des difficultés. Hein, oui, après 2 ans de Covid, c'est dur. On peut se le dire parce qu'on le sait que c'est dur. Donc autant se le dire. C'est l'humilité, hein, et c'est l'empathie. Et ce dernier mot d'empathie, il y a 5 ans, on ne parlait jamais d'empathie. Enfin, je ne pense pas, en fait, dans les entreprises. Hein. Et je trouve que c'est devenu un élément essentiel. J'ai beaucoup d'admiration pour un dirigeant aux États-Unis, qui est Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui a complètement redynamisé cette entreprise après des années de stagnation. Et il l'a fait à travers l'empathie, qui lui venait du fait que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais leur fils premier-né est né, il pesait 1,5 kg, il souffrait il était handicapé. Et dans un premier temps, Satya était un peu agacé par ça, ça chamboulait un peu ses plans. Et au bout d'1 an ou 2, il s'est dit, mais attends, c'est pas moi qui ai le problème, c'est mon fils. Il faudrait peut-être que j'essaye d'être un bon père, en fait. Et cette empathie, ça l'a amené à être un leader plus humain, mais ça l'a aidé aussi d'un point de vue business. Parce que le vecteur de croissance de Microsoft, ça consiste à identifier des besoins clients non satisfaits et non articulés.
ben pour ça, il y a besoin d'empathie. Et dans nos entreprises, pour pouvoir croître, c'est souvent ça qu'on a besoin de faire. Hubert, en 10 questions et 40 minutes, j'ai essayé de résumer un livre qui a un contenu beaucoup bien supérieur à ces 40 minutes d'échange. Peut-être avant de lancer la session des questions-réponses, est-ce que je suis passé à côté d'un essentiel, quelque chose que tu voudrais nous livrer, que je n'ai pas couvert par mes questions? Je ne dirais pas que tu as été parfait, mais tu as été formidable. Merci Hubert. On peut passer aux questions-réponses. Je ne sais pas comment s'anime la session. Comme il n'y avait pas de prévenance en disant dans 5 minutes, il faut que vous vous lanciez, quelques instants sans doute. Donc comme c'est pas une émission, comme la séance est enregistrée, on va vous donner un micro. Avec le Covid, je ne sais pas si... Voilà, il y a des micros qui circulent. Je crois que c'est mieux si on utilise des micros. Voilà. Hop. Bonsoir, merci pour l'intervention, ça fait plaisir. Je suis un peu émue. J'ai un peu le trac, mais bon, ça va aller. Moi, il y a quelque chose qui est revenu à chaque fois dans mon parcours professionnel, c'était le mot bisounours. Parce que quand on a... Enfin, je sais pas, j'ai un peu la voix qui tremble. Je ne suis pas trop habituée à l'exercice. Enfin, voilà. Donc, je voulais... moi, j'ai souvent été confrontée, en effet, à des remarques quand on est... Enfin, comment dire, quand on parle d'humain, les gens ne sont pas forcément à l'aise. Enfin, peut-être que ça a changé. En tout cas, j'espère que ça va changer encore plus. Mais on a l'image du bisounours, elle est facile et je pense qu'elle est fortement utilisée encore aujourd'hui pour dire ce que tu dis, c'est bisounours, quoi, c'est pas possible. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Donc la question sous-jacente, c'est de dire est-ce que si on fait de l'humain, on ne s'intéresse plus à la performance, en fait? Et pour moi, c'est l'inverse, en fait. L'humain est le moteur de la performance. Et je peux vous assurer que chez Best Buy, ce n'était pas du tout bisounours, puisque le cours de bourse est passé en 8 ans de $11 à peu près $110. Donc x 10 en 8 ans. Alors je ne sais pas, peut-être que certains auraient pu faire mieux ou plus vite, je ne sais pas. Mais c'est quand même pas mal. Et on a... Le fait d'insister sur l'humain, c'est une prise de conscience que c'est l'humain qui ensuite crée la performance. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas les choses de manière rigoureuse, sérieuse. Quand on a pris, par exemple, la décision de s'aligner sur les prix d'Amazon, ça, c'est du très sérieux, ça. Quand on a décidé d'investir dans le commerce électronique, c'est du très sérieux. Quand on a décidé de dire on va expédier aussi vite qu'Amazon. Maintenant, à Best Buy, c'est livré le jour même ou le lendemain, etc. Donc, on a les mêmes prix qu'Amazon, on expédie aussi vite. Donc, ça fait match nul avec Amazon. Puis ensuite, on les bat parce qu'on a nos magasins, on a notre service, etc., etc. Quand on a réduit les coûts de $2 milliards, c'était de la performance. Donc, moi, un des trucs que j'ai appris de Jean-Marie Descarpentier, je vais vous dire, il m'avait dit que 98% des questions qui sont posées sous la forme de « ou », il vaut mieux y répondre avec un « et ». Est-ce qu'il faut s'occuper des hommes, des collaborateurs ou des clients ou des actionnaires? Non, c'est tous. Est-ce qu'il faut s'occuper de la croissance du chiffre d'affaires ou des coûts? C'est les deux. Est-ce qu'il faut s'occuper du court terme ou du long terme? C'est les deux. Et donc, cette emphase sur l'humain, ce n'est pas au détriment du business, c'est un des moyens, c'est le vecteur pour travailler sur le business. Alors maintenant, si on faisait que des campfires, comment dit-on, des feux de camp, voilà. Si on faisait que des feux de camp et faire griller des marshmallows comme on fait aux États-Unis, ça marche, c'est pas suffisant, mais évidemment, ça s'inscrit dans une démarche dynamique de progrès au service de l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est la stratégie du « et ». C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est peut-être plus facile. Enfin, ils ont plus cette mentalité-là, je pense, que nous en France, non? Alors, non, moi, je ne suis pas un spécialiste de la France, donc qu'est-ce qu'il veut répondre? À répondre. A priori, il y a les mêmes ingrédients, peut-être pas pour la même recette, mais des hommes et la recherche de la performance. Donc il n'y a pas de raison, moi je tente de répondre, tu vois, il n'y a pas de raison qu'il y ait des différences fondamentales.
Il y a une difficulté, je trouve, dans ma compréhension de la France. Il y a deux choses, en fait, je dirais, où c'est un peu plus difficile pour nous, en moyenne, même si chacun, on décide de ce qu'on veut faire. Premièrement, on est pessimiste depuis Voltaire. Hein, et donc, il y a un peu une opposition entre le pessimisme voltairien et l'optimisme jeffersonien. Même si les États-Unis, aujourd'hui, je peux vous dire, ça ne va pas très bien. Mais bon, il y a quand même ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on nous apprend à séparer la sphère privée de la sphère publique. Et moi, l'erreur que j'ai faite pendant très longtemps, c'est d'avoir la tête coupée du reste de mon corps. Et ça, c'est une grave erreur. Et en France, on a un peu plus cette tendance du fait de cette laïcité, du fait de cette séparation. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, un bon leader, hein, il doit pouvoir diriger avec l'ensemble des parties de son corps. Aussi bien la tête que le cœur, l'âme, les tripes, les oreilles, les yeux. Et donc ça demande un gros travail sur soi, en fait. Qu'on soit aux États-Unis, je peux vous le dire, ou ici, parce que c'est comme ça qu'on entraîne. Et donc on doit être la totalité de soi-même, en fait, en quelque sorte. Mais je pense qu'il n'y a pas d'interdiction en France pour procéder comme ça. En fait, j'animais une réunion d'un comité de direction ou de leader dans une grande banque française il y a quelques mois, et quelqu'un a posé cette question, en fait, est-ce que ces principes pourraient s'appliquer en France? Moi, ma réponse a été, est-ce que les Français sont humains? Donc on peut voter, est-ce que les Français sont humains? Vous levez la main si vous pensez que les Français sont humains. Hein, c'est unanime. Non, monsieur, non, vous êtes... Hein, voilà. Parce que c'est des valeurs universelles qu'on retrouve. Quand j'étais patron de Carson Wagon Lit Travel, c'était une entreprise mondiale, et donc j'ai eu l'occasion de travailler avec différentes nationalités, différentes cultures. C'est des principes qu'on retrouve dans toutes les spiritualités, un peu dans tous les pays. Donc, parce que c'est l'essentiel de notre âme, en fait, qui est en jeu. En fait. Donc, c'est un peu plus difficile pour nous en France, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Bonsoir. Merci pour votre intervention. J'ai une question. Dans tout ce que vous racontez, non pas pour faire écho au bisounours, mais il y a quand même beaucoup de succès. Je suppose qu'à certains moments, vous avez quand même rencontré quelques échecs ou des choses que vous n'avez pas réussi à porter dans la direction où vous vouliez les porter. J'aurais aimé que vous puissiez partager un petit peu votre expérience là-dessus, sur comment vous l'avez vécu et comment vous l'avez ensuite abordé, cet échec ou ce redressement. C'est Churchill qui dit que la vie, c'est une succession de catastrophes qu'on traverse sans perdre son enthousiasme. Hein, et donc, si vous regardez mon visage de près, il y a des cicatrices qui sont autant d'occasions d'apprendre. Donc, je vais vous donner un exemple. En janvier 2014, on a vu en fait que nos ventes pendant la période novembre-décembre, alors chez Best Buy, la période des fêtes, c'est super important, c'est la moitié du profit de l'année. Hein. Et donc, sur la période novembre-décembre 2013, nos ventes étaient décevantes, étaient inférieures à nos attentes. On avait eu plusieurs bons trimestres, et là, pas terrible. Alors, le cours de bourse était passé de 11 $ à 39, mais on savait que le lendemain, quand on allait annoncer nos résultats, le cours de bourse aurait du plomb dans l'aile. On a eu raison, puisque le cours est passé de 39 à 26, donc on a perdu un tiers en une journée. C'est des choses qui arrivent. Hein. Et donc, la veille d'annoncer ceci, j'ai réuni l'ensemble des cadres dirigeants de l'entreprise. Et j'ai dit, demain, on a le choix entre, à mon avis, deux options. Soit on démissionne, en quelque sorte, on dit, ceux qui avaient prévu la chute de l'entreprise, la fin de l'entreprise, avaient raison, donc on rend notre tablier, ça c'est l'option A. Et l'option B, c'est on dit, ben non, on a merdé, on a fait des erreurs, on les assume. D'ailleurs, dans la distribution, il y a un truc très intéressant. Dans les boîtes cotées, souvent, quand ça ne marche pas, les gens disent « Oui, mais le temps n'a pas été terrible. Hein » Mais vous avez remarqué, il n'y a personne qui dit, quand ça a bien marché, le temps a été très favorable. Hein, c'est bizarre, en fait. Donc, on a dit « Non, on a fait des erreurs. » Et on s'est dit, en interne, on va analyser les erreurs qu'on a faites. Et moi, j'aime bien les films. J'ai demandé à tout le monde, en anglais, et on veut dire en français, pourquoi tombe-t-on, Bruce? Alors ceux d'entre vous qui connaissent Batman connaissent la réponse. Hein, c'est pour que so that we can pick ourselves up, pour qu'on puisse remonter sur notre destrier. Hein. Et donc on a dit, non, on va dire qu'on a merdé.
Et on a, le lendemain, annoncé aux actionnaires nos résultats. On a dit, voilà, on a fait des erreurs, on va les corriger, on va repartir de l'avant. Il y a eu un autre moment qui était très difficile. C'était 15 jours avant Black Friday, donc maintenant en France on connaît Black Friday. Il y a le FBI qui nous dit, on pense que vos systèmes informatiques ont été pénétrés par des hackers. C'est ceux qui volent les cartes de crédit. Et ben ça, je peux vous garantir, dans la distribution en général ou chez Best Buy en particulier, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça. Et c'est un peu une catastrophe, ça risquait de nous mettre par terre. Et donc le lendemain matin, pareil, on a réuni l'équipe, on a des équipes qui gèrent les crises comme ça. Et en allant au bureau, je me suis demandé comment je vais pouvoir ouvrir la réunion. Là aussi, j'ai un choix en fait. Est-ce que la manière d'ouvrir la réunion, c'est qui a oublié de fermer la porte, chercher le coupable, ou bien, moi le plus intelligent, je vais vous dire comment on va régler ça. Non, la manière de ouvrir la réunion, c'est de dire, bon, c'est clair, il n'y a personne qui rêvait d'avoir une data breach, comme on dit, la veille de Black Friday. Ça, c'est garanti. Ceci étant dit, nous, on est l'équipe de direction, l'équipe de leadership qui va avoir l'occasion de traiter cette crise. Et donc, c'est une occasion de leadership incroyable, avec une responsabilité. Et donc, ça va être une occasion pour nous de donner le meilleur de nous-mêmes pour gérer cette crise. Et moi, je voudrais être avec aucune autre équipe que celle-ci. Et donc, allons-y, voyons comment on peut résoudre le résultat. Et l'implication de ceci, c'est que le leader, ce n'est pas un thermomètre. Il n'est pas là pour dire si ça va bien ou si ça ne va pas, parce que ça, tout le monde le voit bien, donc ça, c'est pas compliqué. Mais c'est plutôt un thermostat qui est là pour créer de l'énergie et créer le contexte dans lequel les équipes vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, vous avez raison, la vie, elle n'est pas linéaire. Il y a des embûches au fur et à mesure. Et ensuite, c'est comment on les traite, en fait. Ce n'est pas de savoir s'il y a des embûches, c'est comment on les traite. Encore deux questions, peut-être ? Bonsoir. Tout d'abord, un petit témoignage, parce que j'en ai écouté beaucoup des interlocuteurs sur la science humaine. En tout cas, je peux témoigner d'une chose. Dans les années 2000, j'étais acheteur dans une entreprise. Et un jour, la responsable de l'agence a voulu me présenter son DG. Et le DG m'a dit « Bonjour monsieur, vous travaillez à Auchan ?» Oui, oui. Et contrairement à tous les fournisseurs qui me disent « Ça va le business ?», la première question que vous m'avez posée, vous m'avez dit « Ça va chez les employés Auchan ». C'était les années 2000. Et Auchan se portait très bien. Je tiens à le dire. En tout cas, j'avais retenu cette petite phrase, c'était à Paris. Je tiens à vous le dire. Deuxième élément, comme quoi, bien plus tard, j'ai rejoint une autre entreprise qui s'appelle Boulanger. Et au détour d'échanges avec mon CEO qui est là, il m'explique, Étienne, qu'en fait, il a des échanges avec vous. Voilà, un peu secret, quoi. Mais il parle à Hubert Joly qui donne à cette petite entreprise française, à l'époque maintenant européenne, des petits conseils sur le service. Et j'ai trouvé ça vraiment... ça démontrait vraiment les qualités humaines que vous décrivez là, je tiens à vous le dire. Bon, la dernière petite histoire, c'est que j'habite boulevard Carnot et que je suis venu en télétravail aujourd'hui, vous écoutez, parce que je trouve ça génial. Et ma vraie question plus sérieuse, c'est que j'ai vécu chez Auchan 18 ans et à un moment, on a vécu dans une migration vers le servant leadership avec une gouvernance qui nous a entraînés. Et pour ma part, j'ai trouvé ça génial là-dedans. Et donc, ce que vous décrivez, c'est de quoi avez-vous besoin ? Je l'ai vécu, on a été formés. Et pourtant, ça a été un échec. En tout cas, ça a été un échec. Je vais plutôt le dire comme ça. C'est quelles sont les clés pour vous pour que le servant leadership, en qui je crois, et les cadres d'ailleurs croyaient, n'a pas pu être mis en œuvre à la dimension qu'on l'avait espéré, et qui, 5-6 ans après, ou plutôt 5-6 équipes dirigeantes après, n'a pas permis tout ce qu'on pouvait penser. C'est-à-dire, je parle surtout de business, je ne parle pas humainement, mais je parle de business. Moi, je ne vais pas répondre sur Auchan, parce que Auchan, je ne connais pas. Je peux vous parler de mon expérience chez Best Buy. Le servant leadership,
c'est pas une abdication. Hein, Best Buy s'est trouvé aussi en difficulté, hein, ça arrive aux meilleurs. D'ailleurs, ça arrive aux meilleurs de s'être trouvé en difficulté, parce que le plus grand danger, et encore une fois, je n'ai aucune idée de la situation chez Auchan, chez Best Buy, après la mort de Circuit City, qui était le grand concurrent, ils ont considéré qu'ils avaient gagné. Et donc, ils pouvaient se reposer sur leur laurier. Le plus grand risque dans la vie, dans une entreprise en particulier, en anglais, c'est complacency, c'est de se dire, voilà, c'est bon, j'ai tout bon. Et le leader de l'entreprise, l'équipe de direction, bien sûr, c'est les servant leaders, mais ils ont quand même des responsabilités aussi. Et donc, moi, même dans la phase où on est passé plus dans un mode servant leadership, j'avais dit à mon équipe, moi, il y a quatre choses dont je m'occupe. La stratégie d'ensemble de l'entreprise, ça, c'est ma responsabilité, et s'assurer qu'on va quand même dans la bonne direction. Deuxièmement, qui est sur l'équipe de direction. Troisièmement, les grosses décisions d'investissement et des acquisitions, etc. Et troisièmement, créer le bon contexte, la culture d'entreprise. Et donc, si, encore une fois, moi, je ne peux pas parler d'Auchan, je ne connais pas. Mais dans mes expériences, lorsque ça ne va pas, il ne faut jamais regarder sur le terrain, il faut toujours regarder au sommet. Et se dire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que l'équipe de direction, moi je suis maoïste. Hein, donc je pense que les poissons pourrissent par la tête. Et donc, chez Best Buy, voilà, c'était pour ça qu'ils étaient allés dans le mur, parce qu'ils avaient cru qu'ils avaient gagné. Et donc, il faut voilà, se regarder. Et en matière d'implication de leadership, c'est passer du temps avec soi-même pour dire, est-ce que je suis en train de faire tout ce qui a besoin d'être fait pour que on arrive à bon port. Bonjour, moi je m'appelle Hervé Allard et voilà, je suis entrepreneur dans le monde des ETI et également dans le grand groupe qui s'appelle AFM. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez vécu ce qui pourrait apparaître comme un paradoxe, une sensibilité éminemment humaine dans votre management, qu'on comprend bien, qui s'est exercée dans une entreprise éminemment américaine et boursière, donc dans un monde extrêmement dur et un monde extrêmement financier. Donc, j'imagine que de temps en temps, vous avez peut-être été un peu écartelé. Comment on vit cette espèce de double univers? Oui, donc la relation avec les actionnaires, elle existe qu'on soit coté ou pas, en fait. Hein, parce que moi, quand j'étais dirigeant de Carson's Wagon Travel, il y avait un fonds de private equity qui était notre actionnaire. Et quand je dirigeais le groupe Carlson, c'était un groupe familial. Donc j'ai connu différents types de capital. Dans tous les cas... Ralph Lauren aussi. Et Ralph Lauren, exactement, où je suis administrateur. Ralph a à peu près 35% du capital et plus de 80% des droits de vote. Dans tous les cas de figure, les actionnaires, c'est une partie prenante super importante. Et les actionnaires publics, en particulier aux États-Unis, ils ont une vraie raison d'être, qui est de préparer la retraite des Américains. Donc c'est sérieux. Hein, derrière ces grands fonds, c'est pas abstrait, c'est tous les épargnants américains et leur retraite. Donc pour moi, les actionnaires, c'est un peu comme un client en fait. Il faut s'en occuper. Il faut les respecter et les aimer. Alors au début, quand je suis arrivé chez Best Buy, les actionnaires, ils ne les aimaient pas beaucoup. Hein. Il y avait 0 recommandation à l'achat sur le titre. Et la capi boursière de Best Buy, c'était peut-être 2,5 fois l'EBITDA. Hein. Donc, c'est pas grand-chose. Ils avaient complètement perdu confiance en nous. Au bout de 2 mois, quand on a présenté notre plan de redressement, Renew Blue, ça n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme. Ils ont un peu bâillé, en fait, parce on pouvait leur dire tout ce qu'on voulait, ils n'allaient pas nous croire. Donc, l'approche vis-à-vis des actionnaires, ça a consisté... Alors, l'équipe précédente, ils parlaient beaucoup, mais ils ne faisaient pas grand-chose. Donc, nous, on a dit, on va faire l'inverse. On va parler moins et on va faire plus. Et on va leur décrire la situation, on va leur dire ce qu'on va faire et on va le faire. Et tous les trimestres, on leur racontait ce qu'on voyait et les progrès qu'on faisait. J'avais une directrice financière, Sharon, qui avait la grande habitude des marchés financiers, qui avait une très bonne relation avec les actionnaires. Et le point essentiel, c'était que tous les trimestres, il fallait qu'on fasse des progrès. Parce
Lorsqu'on pouvait leur parler de la stratégie à long terme, zéro crédibilité. Donc tous les trimestres, il fallait faire des progrès. Et en interne, d'ailleurs, c'était la même recette. Pour regagner la confiance des collaborateurs, il fait que tous les trimestres, on progresse. Et donc, on avait une grande transparence, en fait, vis-à-vis des actionnaires. Je ne me suis jamais senti dans une situation où, pour satisfaire les actionnaires, on devait faire des compromis. Parce que ça, quand on commence à faire ça, c'est mauvais. Mais en même temps, il ne fallait pas perdre le contrôle. Si vous trouvez dans une situation où plusieurs trimestres de suite, vous manquez les prévisions que vous avez faites, là, la confiance se perd. Et c'est logique. Ce serait aussi vrai avec des actionnaires privés. Hein, vos collaborateurs, ils vous racontent des choses, voilà, puis trimestre après trimestre, ils ratent les trucs. On perd confiance, en fait. Donc ça veut dire que parfois, on peut leur dire, là, on va investir, donc ça va avoir telle conséquence sur le résultat. Mais à partir du moment où on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire, et qu'on est transparent, parce que comme j'ai indiqué tout à l'heure, parfois on rate, il ne faut pas rater trop souvent, mais ça arrive, on leur dit. Et donc il y a une relation humaine qui se crée avec les actionnaires. Moi j'avais énormément de respect. Au moins 2 fois par an, je faisais la tournée des popotes à New York et Boston. Et je venais pareil qu'à Saint-Cloud, je venais avec mes 2 oreilles. Parce que les actionnaires, ils voient tous les concurrents, ils sont super intelligents, et donc par les questions qu'ils vous posent, ils vous obligent à affiner votre stratégie. Et donc voilà, moi j'ai aimé nos actionnaires. Je crois qu'ils m'ont bien aimé aussi, y compris le fondateur, puisque le fondateur, on a un peu multiplié ses actifs. Il avait 20% du capital, donc quand on passe de 11 à 110, donc il m'appelle Cher Hubert maintenant. Voilà. Il a essayé de racheter l'entreprise avant que tu n'arrives. Ouais. C'était ça, le sujet. Ouais. Une dernière question. Une dernière question. C'est Régis. Quels sont les moteurs et les rêves que vous avez eus pour écrire ce livre? Alors, j'ai longtemps rêvé d'écrire ce livre. J'ai écrit ce livre parce que voilà, quand j'ai décidé de passer le relais à la tête de Best Buy, à ce moment-là, j'ai pris 3 décisions en même temps. Première décision, j'allais pas déménager en Floride ou dans le sud de la France pour jouer au golf avec des hommes âgés blancs, parce que je ne joue pas au golf, donc j'aurais été stupide. Hein. Deuxièmement, je ne voulais plus être PDG d'entreprise. J'avais fait ça pendant 15 à 20 ans et ça c'est son attrait, mais bon, d'un certain temps, on a envie de passer à autre chose. Et donc, troisièmement, 60 ans, c'est le nouveau 40 ans. Je me suis dit, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Si. Barthélemy dit, non, t'as vraiment l'air d'avoir 60 ans, Hubert, tu sais. Je veux que le prochain chapitre compte. Et donc, on verra si a la santé, mais au cours des 10, 15, 20 prochaines années, je veux que ce chapitre compte et que je puisse utiliser la plateforme que j'ai construite pour faire une différence dans le monde. Et donc, la mission le sens de ma vie maintenant, c'est de transmettre et d'aider la prochaine génération de leaders à être les meilleurs qu'ils peuvent être, parce que, bon, clairement, le monde dans lequel on est, on ne peut pas dire que ça marche parfaitement bien, et donc il y a des vrais sujets auxquels s'atteler. Donc la manière dont je le fais, c'est à travers une palette d'activités. Un, c'était d'écrire ce livre. J'écris aussi des articles ou des choses comme ça. 2, avec Hortense, on coach des dirigeants d'entreprise. Et puis 3, mon boulot à temps plein, c'est d'être prof, donc à Harvard, à Boston. Je suis aussi impliqué à HEC à Paris, où j'ai fondé une chaire sur la quête du sens dans l'entreprise. Donc pour aider ces jeunes âmes, donc les étudiants MBA, ils ont 28 ans, ou les dirigeants qui viennent dans les programmes de Executive Education, pour les préparer à devenir les meilleurs leaders qu'ils peuvent être. Donc c'est un souci de transmission. Ce n'était pas pour la gloire, ce n'est pas pour l'argent, parce que je peux vous dire, il n'y a pas d'argent dans l'édition pour l'auteur. Mais s'il peut être utile à vous-même, à vos équipes, etc. D'ailleurs, je vous dis, pour faire un peu de pub, que les produits de la vente qui me reviennent, je les réinvestis dans des actions charitables. En fait, aux États-Unis, dans les Best Buy Teen Tech Centers, et en France, et notamment autour de la chaire sur la quête du sens en entreprise. Donc, vous pouvez acheter le livre pour 3 raisons. 1, c'est si vous avez une table qui est un peu bancale, ça peut servir de... Bon. 2, quand il est gros, mais en fait, donc il y a des tables très bancales, en fait. Ou un lit éventuellement. 2, c'est si vous voulez soutenir des œuvres charitables. Et 3, si vous pensez que ce livre, qui est à la fois un appel
à refonder l'entreprise autour du sens et de l'humain, et un manuel qui s'adresse à tous ceux d'entre nous qui, leaders, quel que soit le niveau auquel on est, parce que en fait, on est tous leaders au minimum de notre vie, et donc qui sont engagés dans cette voie et qui trouvent que avoir quelques outils, quelques recettes, etc., ça peut être utile. C'est pour ça que j'ai écrit le bouquin. Et c'est pour ça que peut-être vous pouvez avoir envie de l'acheter. Hubert, tu m'as choisi comme présentateur, donc je vais jouer ce rôle-là jusqu'au bout. Je ne suis pas habitué. Comment ils font? Ils montrent le livre comme ça. Lorsqu'on a fini notre visio de préparation il y a 2 semaines, tu m'as dit, en complément de ce que tu m'as dit, tu viens de nous partager sur les 3 raisons d'acheter ton bouquin, tu m'as dit c'est un livre qui n'est pas seulement destiné à être lu par les dirigeants d'entreprise, c'est un livre pour vos responsables de rayon, pour vos frontliners, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment sur le terrain. Donc c'est un livre à partager. C'est vachement intelligent ce que tu as dit parce que ça ouvre des perspectives de vente énormes, beaucoup plus importantes. C'est très intelligent. Donc pour ça, Hubert, pour ce que tu as écrit et ce que tu as partagé avec nous, un immense merci. On a passé un excellent moment et je vous remercie de l'applaudir très, très chaleureusement.